Ben là. Alors pour le 11e épisode, je vous présente un petit exemple de survie. Ben là. Et oui, la survie en affaires pour les entrepreneurs. Ben là. Ben là. Alors, je suis tombé sur un article cette semaine du Journal de Montréal dans lequel il nous référait qu'il y avait plus de 820 dossiers d'insolvabilité qui avaient été déclarés depuis le mois de mars, donc depuis le début de la pandémie. En fait, c'est les chiffres qui ont été avancés par la firme GDL Crédit Ressources Québec qui parlent que parmi ces 820 dossiers, il y en avait 153 de compagnies qui étaient dans le secteur de la restauration. C'est évident que les faillites et les problématiques sont de plus en plus grandes dans ces moments de pandémie. Par contre, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce sujet de la fameuse survie des entrepreneurs. Pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Eh bien, on regarde souvent ces statistiques-là de faillite et qui dans le fond, arrivent, puis tu te dis, OK, est-ce qu'un entrepreneur a le droit à l'erreur? Est-ce que l'entrepreneur peut effectivement arriver à un moment où ce qu'il doit faire faillite? Au Québec, la faillite, c'est souvent vu très négativement parce qu'on le voit comme un échec. On le voit comme un échec parce qu'il y a d'autres entreprises qui vont perdre de l'argent et même à ça, une entreprise qui fait faillite va souvent apporter d'autres entreprises avec elle dans leur problématique. Donc, c'est quand même mal vu, c'est socialement mal vu de faire faillite. Par contre, un entrepreneur, est-ce que ça peut lui arriver de faire faillite? Et je crois que oui. Je crois que ça peut arriver qu'un entrepreneur fasse faillite. Et souvent, c'est là qu'on va démêler un peu l'entrepreneur qui a cette fibre-là en dedans de lui, parce que souvent, on va le voir toujours se relever. Je vous dis pas qu'il faut faire faillite à tout prix ou qu'il faut pas gérer le risque. Au contraire, je pense que quand tu as moindrement de la formation dans ton domaine et que tu peux te permettre dans le fond, de bien gérer tes affaires, en principe, tu gères le risque. En principe, tu gères ton développement et tu es conscient des faux pas et des pas que tu peux faire. Par contre, l'entrepreneur, lui, des fois, il va prendre des risques qui, dans le fond, sont souvent pas calculés, qui vont faire en sorte que il va faire des choix que peut-être quelqu'un qui aurait étudié dans le domaine n'aurait pas fait comme choix. Et finalement, on s'aperçoit que c'est un success story. Que l'entrepreneur, oui, a pris un grand risque, mais vit un grand succès aussi qui est relié à ce risque-là. Et c'est un peu la notion des fois que les gens qui ont jamais été en affaires n'ont pas vraiment compris, c'est la notion de risque. Quand tu mets toutes tes billes dans une entreprise, dans un projet d'affaires, et que tu risques ta maison, ton patrimoine familial, et que là, tu mets tout dans le même panier parce que tu crois en ton idée, cet entrepreneur-là a tout mis. A non seulement mis ce qu'il avait dans le présent, mais a également investi ce qu'il aurait eu dans le futur. Donc, il y a un niveau de risque assez important. Donc, l'entrepreneur doit en quelque sorte être prêt à survivre aux tempêtes qui vont arriver, à survivre à une pandémie, survivre à des situations qui peuvent être problématiques. Et malheureusement, des fois, on n'est pas équipé pour survivre à ce genre de problème-là. Pourquoi je dis ça? Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on est perdu en forêt et qu'on doit absolument survivre, les gens vont souvent marcher, les gens qui n'ont pas été formés en survie vont avoir un taux de probabilité moins intéressant de s'en sortir indemne. Les gens qui sont dans l'armée ou qui ont été dans la réserve ou qui ont fait des cadets ont eu des cours de survie, ont eu des cours justement comment allumer les feux, c'est quoi la priorité pour se nourrir, de quelle façon qu'on peut se nourrir, de quelle façon qu'on peut se réchauffer, comment est-ce qu'on se dirige en forêt, de quelle manière qu'on peut s'en sortir finalement. Donc les différentes techniques qui sont possibles pour eux de survivre en situation de crise. Et je veux faire un peu le parallèle aussi avec l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, lui, de son côté, il doit également
avoir son kit de survie. Il doit avoir, en guillemets, cette formation-là qui va lui permettre d'acquérir les outils pour être capable de faire face à la crise. C'est sûr que lorsque tu t'aperçois que les dettes s'accumulent et que tu ne peux plus payer parce que les revenus ne sont plus au rendez-vous, à un moment donné, ça peut arriver que tu n'aies pas le choix de déclencher cette fameuse faillite-là, se mettre sous la loi de la protection de la faillite. En passant, tout ça, c'est encadré par une loi qui fait en sorte que les créanciers peuvent accepter, entre autres, premièrement, le plan de relance que l'entreprise qui est en difficulté peut proposer à ses créanciers, ou tout simplement, il met la compagnie en faillite. Et là, à ce moment-là, c'est le syndic qui s'occupe de liquider les biens et les actifs de l'entreprise et de redistribuer ça aux créanciers. Bref, c'est quand même assez compliqué, là, mais je fais juste cet exemple de figure-là comme ça pour vous permettre de comprendre que, bon, on a des solutions qui sont là. Donc, revenons à la faillite. La faillite, il y a des entreprises, notamment là, des fleurons québécois qui ont passé, là, parlons d'Aldo, Ritmans, Sales. Pourtant, Sales est encore en activité sur les réseaux sociaux en passant, puis avec la vente en ligne. David Stee, qui avait développé un beau réseau de distribution de thé un peu partout au Québec. Tristan, les entreprises Vagabond, Ernest, que j'ai d'ailleurs travaillé dans ce groupe-là et que j'ai appris la vente, le groupe Dynamite. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur du commerce de détail qui font face à cette fameuse crise-là, tu sais, dans le fond, la crise, en fait, eux, faut être capable de comprendre que c'est pas juste la crise de la pandémie qui les touche, mais il y a également la crise du commerce de détail, en fait, ce virage-là du commerce de détail qui amène les entreprises vers cette transformation numérique-là, et ils devaient notamment faire face à ce changement technologique-là, et on ajoute à ça une pandémie qui fait en sorte que nos ventes au commerce de détail sont moins bonnes. Et là, finalement, on se ramasse en bout de ligne que, bon, moins de ventes, moins de revenus, la vente en ligne moins fort parce qu'on n'avait pas mis les efforts nécessaires ou on n'était pas tout à fait prêt pour être capable d'y arriver. À ça, on ajoute, par exemple, les baux commerciaux que ces entreprises-là ont signés dans les centres commerciaux partout au Québec et qui représentent une charge assez importante. Et là, les centres commerciaux, eux, étant donné qu'il y a eu du confinement et que les gens ont moins magasiné physiquement, ont fait en sorte qu'ils n'étaient pas capables de livrer l'achalandage promis en lien avec le taux, en fait, le prix au pied carré que les gens ont signé, qui est en lien directement avec l'achalandage en passant. Donc, tous ces éléments-là ont fait en sorte que ça a accéléré justement certaines entreprises, certains secteurs vers la faillite et vers cette fin-là. Par contre, c'est important de comprendre que quand tu es un entrepreneur, que tu es en mode survie, souvent tu vas penser des fois à des choses que les autres ne penseront pas. Tu as des moyens des fois puis tu vas aller puiser à l'intérieur de toi des solutions où tu vas commettre des gestes des fois qui vont te permettre de te sortir de ces problématiques-là. Et il faut être en mesure de savoir aussi que une bad luck, ça peut arriver. Et là, actuellement, je parlais du commerce de détail, qui ont eu, dans le fond, une combinaison de deux éléments. Donc, la crise du commerce de détail et la pandémie, qui a fait accélérer justement les problèmes et les faillites dans certains secteurs, en fait, pour certaines entreprises. Mais tu sais, une entreprise un entrepreneur qui arrive, qui fait face à une situation comme ça, est en situation de crise. Et peut-être qu'il aurait l'opportunité de revoir son modèle d'affaires différemment. Cette semaine, Vincent d'Amérique ont annoncé également que cette entreprise-là devait effectivement se mettre sous la loi de la protection de la faillite. Par contre, eux, ils avaient proposé, ils avaient été en refinancement en 2019 pour être capables de soutenir leur croissance et leur plan de virage, dans le fond, avec du commerce en ligne. Et là, ils sont très confiants de pouvoir passer au travers, même s'ils se sont mis sous la loi de la protection de la faillite. Parce que dans le fond, quand l'entreprise décide de déclencher ce système-là, c'est que c'est un peu comme un moment de grâce. Pourquoi je dis un moment de grâce? C'est que c'est une période dans laquelle, avec le syndic, ils vont dire, attendez, on va vous présenter un plan, on va vous présenter des solutions. Si vous nous laissez un break, on va s'en sortir tous ensemble, vous allez moins perdre, et nous, on va aussi moins perdre. Sinon, si vous n'acceptez pas, dans le fond,
notre plan de relance, ben là, à ce moment-là, on va faire faillite, puis vous allez tout perdre, puis nous autres aussi. Donc, quand tu es créancier, tu ne veux pas non plus tout perdre ce que tu as fourni à cette entreprise-là. Donc, si je reviens à Vincent d'Amérique, eux sont dans ce processus-là. Ils vont présenter un plan de relance à leurs créanciers, ils ont déjà un modèle d'affaires et, bien sûr, ils essaient de s'entendre avec leurs créanciers pour être capables de s'en sortir. Si je reviens un peu au dossier d'insolvabilité, sur les 800 là, que je vous parlais, les 820 depuis mars, on a la restauration à 153 entreprises, dossiers qui ont été signalés. La construction, les entrepreneurs spécialisés, on en a 107. Et bien sûr, vous comprendrez que depuis le mois de mars, souvent la construction, ça commence mars, avril, et là, mai, juin, juillet, août, septembre, ce sont de gros mois. Alors, il y a des chantiers qui ont été retardés, et des fois, ces chantiers-là font en sorte qu'on ne peut pas nécessairement les rattraper. J'en connais, par contre, dans le secteur de la construction, qui ont été en mesure de rattraper qu'est-ce qu'ils avaient perdu. Mais bon, écoutez, c'est pas nécessairement dans toutes les entreprises. Encore là, je vous rappelle que les entreprises qui étaient en mauvaise posture avant la pandémie, peu importe son secteur, ben le fait que la pandémie est arrivée, ça a été un accélérateur de problèmes, ça a été un amplificateur qui ont mené ces entreprises-là vers une faillite. Des entreprises de services, le bronzage, nettoyeur, entretien, pose d'ongles, il y a 64 dossiers là-dedans. Commerce de détail d'aliments, 59. Services aux entreprises, là, que ce soit avocat, informatique, publicité, 53 dossiers. Industrie de vêtements, magasins manufacturiers, 52. Dans les 50, là, il y en a quelques-uns comme ça. Commerce de détail, donc articles de sport, import-export meubles, 51. Services immobiliers, 47. Transport, 47. Transport, c'est pas surprenant parce qu'avec la mobilité des gens qui, des fois, n'est pas nécessairement au rendez-vous. Bref, vous regarderez dans le lien de la publication sur benlala.ca, vous pourrez aller lire les articles que je vous parle. Autre élément que je vous invite à être vigilant, c'est quand vous voyez, par exemple, des sondages d'associations. Il y a la FCEI qui a publié, entre autres, un sondage sur la fermeture des entreprises canadiennes. Et là, le sondage en question, qu'est-ce que c'est la FCEI? C'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Une fédération qui se tient, une fédération que c'est un peu comme une chambre de commerce et ils défendent les droits des entreprises, mais c'est pan-canadien. Alors, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que selon leur sondage auprès de leurs membres, 80% des dirigeants des entreprises s'inquiètent des impacts que pourrait avoir une deuxième vague. Et là, actuellement, vous comprendrez qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, un peu partout, on est dans cette fameuse deuxième vague. Vous avez vu en France, ils sont revenus dans un confinement pratiquement total pour une certaine période de temps. En fait, ils n'ont pas nommé le temps, là, mais on présume que ça va être pendant un petit bout, parce qu'effectivement, il y a un problème avec la deuxième vague. Et là, bien sûr, les entreprises, elles, s'il y a une deuxième vague, c'est normal que les chefs d'entreprise aient cette fameuse crainte-là. Ensuite, dans les statistiques qui nous sont livrées, il parle de plus de la moitié, donc 56% des propriétaires de PME soutiennent qu'il y aurait du mal à survivre à une seconde vague de fermeture et de restrictions. Et là, je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce que sur ces deux statistiques-là, on s'aperçoit que la position de la Fédération est quand même claire. Oui, ils ont besoin d'aide. Dans le cas de la deuxième vague, ils l'ont quantifié avec ça. Le seul hic, et j'ai regardé notamment sur le site web de la Fédération, j'ai regardé dans l'article, on n'a aucune donnée sur la quantité de répondants, aucune donnée sur la méthodologie utilisée pour consulter les membres, et ainsi de suite. Et ça, pour moi, c'est un élément que je me dis, si je n'ai pas de données sur la validité de ça, je peux très bien dire, écoutez, 75% des chefs d'entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean disent qu'il va y avoir un impact difficile dans le cas d'une deuxième vague. J'aurais pu dire 90% le disent, mais à ce moment-là, c'est Benoît Rochefort qui le dit. Et ce n'est pas... il faut faire attention. Dans le fond, je ne dis pas que leurs chiffres sont pas réels. Mais la chose que je dis, c'est que quand on ne cite pas le nombre de répondants,
que, par exemple, le taux de réponse à l'intérieur d'un sondage, qu'on ne parle pas justement de la nature de l'échantillon ou de la marge d'erreur, ben pour moi, là, c'est très faible de citer ce genre de chiffres-là. Donc, revenons sur le sujet principal, parce que j'ai effleuré un peu durant que je vous parlais le sujet, la survie de l'entrepreneur. L'entrepreneur, en passant, c'est quelqu'un qui souvent est prêt à faire face à l'adversité parce qu'effectivement, il a tout mis dans son entreprise. Il a tout mis, sa réputation, son argent. Il a mis du temps, il a sacrifié des choses, sa famille, du temps avec ses enfants, du temps avec ses proches, du temps avec ses amis. La personne a fait des sacrifices. Alors, quand tu arrives devant le fait accompli de dire, écoute, tu n'as plus de solution, il faut que tu te tournes vers la faillite, c'est très dévastateur pour une personne. C'est très dévastateur. Et là, à ce moment-là, c'est important que je dirais le sentiment de survie puisse survenir. C'est là que c'est important que l'entrepreneur se dise, ouais, là, je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment, mais je vais m'en sortir. Vous voyez, là, dans le contexte actuel, il y a de l'aide gouvernementale qui est là, qui est disponible. Oui, ça ne règle pas tout. Oui, c'est pas toujours applicable à tout ce qu'on a, mais essayons d'utiliser ces outils-là pour être capable d'au moins d'avoir un respirateur, au moins d'être capable de le réutiliser. Je parle avec des entrepreneurs qui me disent, écoute, Benoît, j'ai eu des congés de paiement, mais j'ai payé mes intérêts, mais ils me rajoutent le capital à la fin, donc ça me rallonge de 5 ans pareil, mes remboursements de prêts. Donc, dans le fond, c'est un aide, mais c'est un aide juste pour dire, ben écoute, on va ralentir un peu, dans le fond, ta chute, mais tu tomberas pas tout de suite, mais tu vas me le repayer quand même en bout de ligne. Donc, des fois, il y a de l'aide des institutions financières qu'en bout de ligne, c'est juste... eux autres, ils perdront pas d'argent. Là. Ils vont juste perdre la durée. Dans le fond, on va rembourser les intérêts, puis dans le fond, ils te l'aient prêté ou pas. Dans le fond, ils te donnent des conditions un peu plus avantageuses, mais tu vas quand même payer en bout de ligne. Alors, l'entreprise doit en quelque sorte être en mesure l'entrepreneur doit être en mesure de dire comment je vais m'en sortir, de quelle façon je peux démarrer mon feu, de quelle façon je peux chasser pour amener de la nourriture sur la table, de quelle façon je peux me réchauffer et de passer à travers ces moments plus difficiles et d'être capable d'y arriver en bout de ligne. Puis je vous dirais, la posture mentale, la façon qu'on va réfléchir, qu'on va penser à la manière de s'en sortir va jouer pour beaucoup pour l'entrepreneur. C'est pas tout d'avoir les outils, hein? C'est pas tout d'avoir la formation, c'est pas tout d'avoir des ressources, des experts, des consultants, du monde qui vont nous dire quoi faire, mais il faut avoir le feeling. Parce que, étant donné qu'on a laissé déjà beaucoup de sacrifices sur la table pour être capable d'arriver où c'est qu'on est rendu, quand on doit se relever et être capable de dire, ben maintenant, on est plus qu'en situation de crise, on est en situation de survie. On doit justement trouver le moyen de faire du feu. Les allumettes qu'on a sont mouillées. Les brindilles qu'on a pour allumer le feu est humide. On n'a pas d'accélérant. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu sais, sans tomber dans le négativisme, parce que j'aime pas ça, je pense que l'entrepreneur va trouver le moyen de l'allumer, ce feu-là. Va trouver le moyen de s'en sortir. Peut-être que des fois, c'est juste de cesser ses opérations. Des fois, c'est juste de repartir. On part à zéro. Faut juste être conscient que c'est pas parce que tu as fait un échec, c'est pas parce que tu as manqué une place, c'est pas parce que tu as fait une erreur que tu n'es pas bon. Au contraire, si la situation fait en sorte que là, tu vis un échec, relève-toi, fais le tour, repars en affaires le lendemain et redémarre. Et des fois, là, vous allez me dire, ouais, mais Benoît, c'est pas si facile que ça. C'est pas si... écoute, le monde ne me referont pas confiance. Non, écoute, ça se passe entre vos deux oreilles. Première des choses, il faut assumer l'erreur. Je pense que c'est la première étape. Une fois que tu as assumé ton erreur, faut que tu essaies au moins de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Être capable de l'expliquer. Puis, dites-vous une chose, c'est que si vous mettez la faute sur juste les éléments externes puis que vous vous remettez jamais vous-même en question, là, c'est peut-être vous qui avez un problème. Alors, posez-vous la question vous-même, est-ce que c'est premièrement moi? Est-ce que c'est mes capacités? Est-ce que c'est mon talent? Est-ce que c'est la façon que je fais? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses dans cette situation-là?
Une fois que vous avez fait votre constat là-dessus, ben là, prenez-la la pandémie. C'est à cause de la pandémie. Qu'est-ce que ça a fait, la pandémie? Est-ce que c'est mes employés? Est-ce que c'est mes créanciers? Est-ce que c'est les décisions que j'ai prises? Alors, remettez tout ça en question et apprenez de cette situation-là. Prenez ce temps d'arrêt pour vraiment comprendre. Peut-être que vous n'étiez pas dans la bonne niche. Peut-être que votre entreprise n'était pas dans le bon marché. Peut-être que votre entreprise a subi. Je connais des gens qui sont dans le secteur des arts et spectacles. Actuellement, je suis obligé de vous dire que même s'ils sont excellents, sont bons, il n'y en a pas de job. OK? Il n'y en a pas de business. Là. Tu peux être créatif avec le web, mais c'est quand même assez limité avant d'être capable de transformer ça en dollars pour être capable d'en vivre. Donc, tu es dans un contexte de marché où, sur le plan légal, à cause d'une question de santé publique, tu ne peux pas rien faire. Alors, même si tu te poses les plus belles questions du monde, même si tu voulais, il n'y en a pas de show, il n'y en a pas. Donc là, toute l'industrie est atteinte alentour de ça. Donc, soyons conscients que dans cette réflexion-là, il faut aussi être lucide. Et ça peut arriver effectivement que ça soit le contexte, comme là, je vous parle du secteur des arts et spectacles. C'est un contexte qui est excessivement particulier. Hein? Et j'en connais qui ont dû se trouver des emplois, qui ont laissé leur art pendant un certain temps pour être capables de vivre. Et ça, c'est un sacrifice et je lève mon chapeau à ces gens-là parce que dans la majorité des artistes qu'on connaît, ce sont pratiquement tous des entrepreneurs à leur façon. Alors, lâchez pas et j'espère qu'effectivement, ça va finir par bien aller. Bref, en conclusion, aujourd'hui, je voulais vous parler du fait que, oui, c'est vrai que c'est des moments qui sont difficiles. Les entrepreneurs sont appelés à être en mode survie, sont appelés à vouloir s'en sortir. Puis j'ai souvent parlé de créativité, j'en parle souvent dans mes cours également, mais là, il faut plus qu'avoir cette créativité-là, il faut être en mode survie, il faut être capable de dire, OK, on prend le taureau par les cornes, on se pose les bonnes questions, de quelle façon qu'on peut changer les choses. Et si on doit effectivement vivre l'échec, assumons notre échec, posons-nous les bonnes questions et surtout, relevons-nous pour justement faire en sorte de changer les choses par la suite. Restons pas sur cette situation-là négative. Partons et disons, OK, c'est pas parce que maintenant on s'est planté à cause d'un contexte pandémique, c'est pas à cause de ça. Relevons-nous. Il y a de belles opportunités d'affaires qui peuvent se présenter. Ouvrons nos yeux, prenons le temps de se refaire comment je peux dire ça, une confiance en soi et repartons ensemble pour être capable de réussir. Alors, c'est ce qui complète notre 11e épisode de Ben Lala. N'oubliez pas d'aimer la page Facebook et de partager sur les réseaux sociaux si vous avez apprécié. Et je vous souhaite une bonne semaine. Ben Lala. Ben bon. Ben bon.